Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. La lecture de ce livre vous a peut-être posé problème. Je pense même que l'entrée dans le récit vous a posé problème. Comment se représenter une telle situation? Comment se représenter un tel personnage pour un adolescent, une adolescente de 2021? Nous sommes donc face à une œuvre littéraire difficile d'accès et pourtant excessivement populaire. Beaucoup de lecteurs. Best-seller. Marguerite Yourcenar a marqué son temps par cette œuvre qui, je le répète, peut vous sembler difficile d'accès. Alors toute la question ce serait comment se réengager, se réintroduire dans ce texte avec un peu moins de crainte, un peu moins de tension, en l'abordant pour ce qu'il est, dans sa richesse, culturelle notamment, mais aussi dans son actualité. Posons-nous la question donc sur un plan énonciatif. Qui parle? La question est simple et elle mérite de trouver une réponse tout aussi simple. Un empereur romain, s'exprime alors qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, alors qu'il est en fragilité physique, qu'il est malade. Il s'exprime pour, en quelque sorte, faire son testament moral, existentiel, à son successeur Marc Aurèle. Rendez-vous compte, un empereur s'exprime pour dire tout ce qu'il a fait, d'une part, et tout ce qu'il fut, d'autre part. Ce n'est pas rien. C'est un acte compliqué de se révéler, de dire ce que l'on a été, mais pas simplement pour sa gloire, mais aussi dans toute sa faiblesse. Or, à bien y réfléchir, Adrien, ce n'est pas n'importe qui. Au moment où il écrit, il est, et je n'exagère pas, je m'appuie ici sur le texte, et sur la réalité historique du personnage qu'a cherché à traduire l'auteur. Ah, il est quoi? Il est le maître du monde. Adrien est le maître du monde. D'ailleurs, le texte nous le dit bien. Il est allé lui-même effectuer un certain nombre de voyages avec son armée pour tracer les limites de son empire considérable. Alors évidemment, quand je dis maître du monde, c'est pas le maître de la planète en totalité, mais enfin c'est un territoire absolument immense. Et on parle même du mur d'Adrien. Vous imaginez avoir fait un mur pour limiter, circonscrire son empire. Donc ce maître du monde pourrait être entièrement satisfait de la situation, sauf qu'il est à la fin de sa vie, sauf qu'il est fragile, qu'il est malade, qu'il a même une forme de difficulté de mouvement, puisqu'il ne peut même plus faire du cheval, ce qui est sa passion. Et puis c'est un homme blessé. C'est un homme blessé parce qu'il a eu un grand amour dans sa vie, un amour homosexuel, avec le jeune Antinoüs, qui était sa passion, et qui est mort noyé pour son plus grand désespoir. Par ailleurs, entrer dans ce livre, c'est prendre en considération ce que j'appellerais l'aura du personnage. Adrien va parler de lui dans ce livre, mais toute sa vie, on aura surtout beaucoup parlé de lui. Allez, j'ose un mot un peu familier du langage actuel. Adrien, à son époque, est une rockstar. On a sans arrêt des rumeurs sur lui, on dit des choses sur sa vie privée, sur ce qu'il fait, sur les combats qu'il mène, sur ses succès, ses insuccès. On dit du bien, du mal, beaucoup de mal quand même, parce que les couloirs de la cité romaine sont des couloirs où les rumeurs sont pas toujours très favorables. Rendez-vous compte.
il est une star, avec toute la connotation du mot. Et ce qui est difficile, évidemment, pour lui, c'est de dire ce qu'il fut au-delà même de toute cette dimension, cette dimension exceptionnelle d'un personnage hors norme. Lui, il veut se voir dans sa réalité. Notons quand même que dans le livre, il y a des moments où il a une forme d'orgueil, il est quand même obligé de se satisfaire d'un certain nombre de choses qu'il a pu faire, notamment dans l'organisation de la société romaine, notamment dans l'organisation des territoires qui sont devenus en sa possession. Donc vous comprenez bien qu'il y a un mot qui est important dans cette histoire, c'est un paradoxe que l'expression de sa vie. Il y a tout ce qui relève évidemment des exploits, de sa prise du pouvoir progressive, et puis il y a évidemment ce qui relève de sa vie privée, donc de ses douleurs, de ses frustrations, des manques, et je dirais aussi de son intimité fragile. Pour vous le dire très simplement, Marguerite Yourcenar a connu ce projet, a eu l'intuition et la révélation du projet Adrien à partir du moment où elle est allée visiter la fameuse villa d'Adrien, la villa d'Adrien, où l'empereur a vécu. Et là, elle y a trouvé non seulement une architecture, des objets, mais quelque chose qui est beaucoup plus indicible, c'est-à-dire une présence. Une présence. Il y a des lieux où on sent qu'il y a une âme, quelque chose, et on se sent attiré par ça. Eh bien, elle a été attirée par cette ville-là, et attirée par la personnalité de cet écrivain, de cet empereur, qui est aussi un écrivain. Hein, il faut pas même si ça peut sembler secondaire, c'est aussi un écrivain. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette passion a impliqué une recherche extraordinaire. C'est-à-dire que Marguerite Yourcenar n'est pas une écrivaine qui se contente de faire allusion à un personnage. Elle va faire des recherches historiques extrêmement rigoureuses pour donner de la légitimité à son histoire. Et en faisant ces recherches, si vous voulez, elle a donc des appuis historiques assez rigoureux, assez sérieux. Elle a fait un travail qu'on pourrait qualifier de travail d'historienne. Et ensuite, elle a remis les choses en ordre, tel qu'elle voulait que ça se fasse dans son œuvre, et donc elle a choisi la voie, ce qu'on pourrait appeler la voie du journal intime, c'est-à-dire où l'empereur livre ce qu'il a au fond de sa tête. Mais rendez-vous compte, même si vous êtes très jeune, il livre ce qu'il a au fond de sa tête à un moment où il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de jours à vivre, et où il sait que peut-être, dans quelque temps, il sera même plus à même de réfléchir, ou même d'écrire. Donc, il sera au seuil de sa vie, autonome et libre. C'est important, quand on lit un livre, quand on lit une telle histoire, de réfléchir à ce qu'on appelle le contexte d'énonciation, la situation d'énonciation. Qui parle? À quel moment? Où? Et à qui? Voilà les questions qu'il faut se poser. Où est Adrien quand il écrit? À quelle époque de sa vie parle-t-il? Pourquoi écrit-il? Et surtout, à qui écrit-il? Si vous réfléchissez sur tous ces points, vous allez vous rendre compte que ce livre est un livre d'une extrême densité, qui est à la fois extrêmement tragique et puis extrêmement instructif. Parce que, évidemment, Adrien écrit à Marc Aurèle, il veut lui transmettre son expérience, mais d'une certaine façon, il nous écrit à nous lecteurs. Et Marguerite Yourcenar a envie qu'il nous écrive à nous, c'est-à-dire qu'il nous dise quelque chose de sa vie, qu'il nous dise quelque chose de cette trajectoire exceptionnelle. Finalement, on se dit que dans les destins hors normes, le destin d'un empereur, le destin d'une star, d'un comédien extrêmement connu, voire d'un homme politique, etc., hein, dans les destins des personnalités, il y a toujours quelque chose qui nous appartient aussi
nous qui sommes des individus entre guillemets plus banals. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous donne à voir, y compris de nous-mêmes? Et là, on se rend compte, quand on prend le bouquin, sous ses différents angles, que ce qu'il avait de difficile devient peut-être moins compliqué à aborder. Parce qu'on comprend où veut en venir celui qui s'exprime, et par là même où veut en venir l'auteur. Par ailleurs, il me semble que ce livre mérite d'être entendu, mérite d'être écouté, ce que Guillaume Gallienne fait remarquablement sur France Culture. Alors je le dis à chacun d'entre vous qui avez quelques réserves par rapport à ce livre, s'il vous plaît, allez écouter des extraits de Mémoires d'Adrien lus par Guillaume Gallienne. Alors même que vous avez peut-être un rapport silencieux, délicat avec ce livre qui vous impressionne, le texte lu par Guillaume Gallienne va devenir certainement beaucoup plus pénétrant pour vous. Vous allez vous dire, il y a une voix qui rentre en moi et on comprend davantage le sens du texte et ses enjeux. À la fois cette nécessité de transmettre des idées et des expériences, et puis nécessité d'exprimer quand même ce qui relève d'une fragilité, d'une douleur. Vous savez, il y a un philosophe français, écrivain, philosophe du XVIIe siècle, Blaise Pascal, qui a écrit des pensées, lui aussi à des moments de sa vie où il était en fragilité, et il dit cette phrase très connue, finalement, l'homme est finalement un roseau pensant, le plus faible de la nature. C'est intéressant ça, l'homme est un roseau pensant le plus faible de la nature. Vous pouvez être un empereur, vous pouvez être un soldat, vous pouvez penser avoir la plus grande force possible, vous avez toujours un élément de fragilité en vous. On est d'une condition périssable, nous sommes des mortels, et même un empereur est mortel, même César est mortel, même et Adrien est mortel. Et c'est ça qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est cette fragilité et donc ce paradoxe qui est formidable. Moi je fais souvent une connexion entre Mémoires d'Adrien et une pièce de Racine qui s'appelle Bérénice. Racine étant un écrivain dramaturge du XVIIe siècle. On peut penser d'ailleurs que Marguerite Yourcenar connaît bien l'œuvre de Racine. Et je vous passe rapidement des aspects secondaires de l'intrigue. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Bérénice? On a un empereur, Titus. Voilà, il est empereur. Son père meurt, il arrive au pouvoir. Il est donc le maître du monde. Il peut tout faire, il peut tout décider, il peut tout avoir. Il y a un truc qu'il peut pas, c'est épouser une femme non romaine. En l'occurrence, pas de chance, c'est la seule chose dont il a envie, épouser Bérénice, qui est une reine orientale. Ça bloque. Le point de fragilité est là. Donc il peut tout, sauf quelque chose, et ce quelque chose va lui poser problème. Et un problème évidemment tragique. Cette omnipotence de l'empereur est très intéressante à étudier, quand on revient à Mémoires d'Adrien. Puisque, pour le coup, Adrien est le maître du monde. Il a donc une forme d'omnipotence. Sauf que, quand on creuse les choses, quand lui-même creuse son existence, il se rend bien compte qu'il y a des fragilités dans son propos, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a voulu faire, dans la représentation qu'il a voulu qu'on ait de lui. Et c'est pour ça qu'il creuse. C'est pour ça que vous avez ces phrases qui sont pas des petites phrases de rien du tout. C'est pour ça qu'il cherche à revenir sur les éléments fondateurs de cette existence, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a bien fait, mal fait, du commentaire que les autres ont pu avoir sur sa vie. Il s'interroge sur tout ça. Il fait un retour. Oh, et je sais bien que vous êtes des adolescents. Je m'adresse à vous en toute connaissance de cause. Vous êtes trop jeunes pour effectuer ce type de retour, mais vous en faites parfois sur certains événements. Eh bien, imaginez que vous soyez plus tard dans votre existence et que vous ayez à faire un retour sur ce que vous avez fait. Ben, c'est ça qui se passe ici. Sauf que ce retour est d'autant plus accentué que nous avons affaire à quelqu'un qui va mourir,
et par ailleurs quelqu'un qui a fait de très grandes choses et qui